Here we go, 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 baby. Bonjour à tous, bienvenue sur Trait d'Union, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va parler aujourd'hui d'intelligence collective. Donc ça faisait un moment que j'avais pas pris le micro comme ça pour parler d'un sujet quelconque, et là on va parler d'un sujet qui n'est pas si quelconque que ça en vrai, comme tous les autres sujets qu'on a abordés sur Trait d'Union. On est tout le temps là, ça fait des mois, voire des années, on est là, on creuse les sujets en profondeur et je me permets d'appliquer l'adjectif quelconque. Mais la honte sur moi. Là on va parler aujourd'hui d'intelligence collective, et c'est un sujet particulièrement important et très sous-estimé, je pense, et c'est pas par don de divination ou quoi que ce soit qu'on va en parler de plus en plus. On se rend compte que les modèles actuels ont des limites. Les modèles de développement d'intelligence actuels ont leurs limites parce que très souvent on prône la verticalité et on prône la solitude. Donc je vais développer chacun de ces aspects avant de développer sur l'intelligence collective, sur le pourquoi je vous en parle et en quoi ça peut être bénéfique à vos vies, à ma vie, à nos vies. Je vais parler de ces deux aspects. Donc la verticalité dans la transmission de la connaissance, dans la transmission dans le partage de l'intelligence, on va dire ça comme ça, la verticalité est quelque chose d'omniprésent. On est habitué, on est conditionné à cette verticalité, que ce soit en tant que membre de la société qui attend de l'État une forme d'intelligence supérieure en se disant au sommet du gouvernement sont censés être ceux qui sont le plus intelligents pour mener à bien les intérêts de la nation. Est-ce que c'est le cas, est-ce que ce n'est pas le cas? C'est pas du tout l'objet de ce podcast, mais là je parle en termes de conditionnement et en termes de schéma vertical. On a aussi d'autres modèles de verticalité dans lesquels on a été conditionné. La relation parent-enfant. Parents étant plus âgés, plus expérimentés, chose que je développe dans une interview, alors je sais pas si elle va sortir prochainement, mais dans une interview en partenariat avec un autre média. Ceux qui suivent les stories savent de quel média je parle, mais ceux qui ne suivent pas, vous le saurez très prochainement, parce que je sais pas en vrai si j'ai le droit de spoiler comme ça. Et ce que je voulais dire là pour l'heure actuelle, c'est que le parent étant le sachant, l'expérimenté, le garant de la protection de l'enfant, va appliquer cette verticalité vers sa progéniture. Dans l'enseignement aussi, il y a de la verticalité, même si les choses change un peu et qu'il existe quand même heureusement différents modèles d'enseignement, il y a quand même cette verticalité. Après je dis ça, mais moi-même parmi mes activités il y a celle d'enseignante et j'applique pas du tout cette façon de faire. Je prône l'intelligence collective de la même façon que je la prône sur Trait d'Union. Et pour vous donner un exemple concret, dans les cours, alors mes élèves sont tous géniaux, hein. Les étudiants que j'ai rencontrés sont vraiment géniaux, mais parfois ils arrivent dans la salle en doutant de leur savoir, en doutant de leur capacité à ingérer toutes les connaissances qui leur sont demandées, surtout que le rythme est très très intense. Ils se disent en fait que ça va être très compliqué et que parfois certaines notions de cours sont très complexes. Donc ils attendent de moi que je débloque la chose par un discours magistral qui les amènerait à débloquer leurs freins. Sauf que ce n'est pas du tout ma façon de procéder, que je préfère d'abord voir, sonder ce qui se passe dans la tête de l'étudiant. Et la voici, dans l'intelligence collective, ce serait de demander à l'élève, déjà, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il sait? Parce qu'en vrai, il est doté d'intelligence, même s'il la sous-estime, il en est doté. D'après lui, pourquoi ça bloque dans son raisonnement? Je ne lui demande pas qu'est-ce qui bloque, forcément, qu'est-ce qu'il sait? Et si jamais ça bloque, pourquoi ça bloque? Et là, il y a des réponses qui sont assez intéressantes parce que très rarement, on va pointer du doigt la notion en elle-même. On va plutôt pointer du doigt nos mécanismes de fonctionnement. Je ne comprends pas, je bloque, parce que j'ai plutôt tendance à assimiler la connaissance de telle ou telle manière, et là on me l'a déroulé ainsi, ce qui fait que je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que, en fait, il y a tout le temps une raison liée au mécanisme de la pensée de l'étudiant, et ce qui est génial, c'est qu'à ce moment-là, je vais avoir tendance à me retirer de l'équation, parce que je sais que ce qui va intervenir juste après, ce qui arrive souvent dans toutes les classes, c'est que ce sont les autres étudiants qui prennent le relais. Ah ouais, tu bloques pour ça? Écoute, moi aussi, avant, je bloquais pour ça, et ce que j'ai fait pour me débloquer, c'est plutôt d'utiliser telle ou telle méthode. Essaye de lire tel livre, il pourrait t'aider. Et puis là, en fait, chacun y va de son conseil, de sa recommandation, ce qui fait que l'étudiant va se retrouver avec une panoplie de solutions à sa disposition que je n'aurais pas forcément proposé. Moi, j'aurais juste proposé la mienne. Et là, il se retrouve avec la solution de tous les étudiants. Et puis moi, j'arrive en fait pour
mettre la cerise sur le gâteau et compléter ce qui n'a pas été dit. Et ça, en fait, c'est beaucoup plus efficace. Et même dans l'apprentissage, par exemple, un étudiant a une question, alors je prends l'exemple des études parce que c'est celui que je vis à travers ma vie professionnelle et qui peut aussi se transposer à Trait d'Union et qui pourra aussi se transposer à vos propres existences. Alors on va avoir un étudiant qui ne comprend pas forcément une notion et donc on va voir ensemble par la méthode que je vous ai expliquée qu'est-ce qui bloque et comment on pourrait débloquer la chose tous ensemble. Donc on est dans un espace ouvert à la discussion où l'erreur n'est pas seulement tolérée, elle est attendue, accueillie. Hein. On a besoin en fait de faire des erreurs pour comprendre et on a besoin de s'expliquer les choses les uns les autres. Ensuite, quand on va débloquer la chose, ça va mener vers d'autres questionnements très naturellement qui sont une extension du cours, un approfondissement du cours qui n'est pas forcément demandé dans le programme mais qui vient naturellement dans la tête de l'étudiant. Et chose merveilleuse qui se passe encore une fois, vous avez soit d'autres étudiants qui ont eu les mêmes questionnements à un autre moment de l'année mais qui ont essayé de chercher des réponses et qui vont les partager à l'ensemble de la classe, ou vous allez avoir d'autres étudiants aussi qui n'ont pas forcément été amenés à se poser la question, mais qui trouvent intéressant qu'un collègue mette la question sur la table. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On développe ensemble et on fait les recherches ensemble, quitte à prendre le projecteur et à googliser le truc ensemble, sauf si, évidemment, c'est une question à laquelle j'ai la réponse. Je suis aussi là pour ça, donc je vais essayer de fournir la réponse, mais si c'est une question qui dépasse mon champ de compétences et qui est plutôt intéressante parce qu'elle va toucher, peut-être elle va faire le parallèle entre mon domaine d'expertise et un autre domaine, on va faire les recherches ensemble et résumer, synthétiser tout ce qu'on a découvert ensemble. Et ça, je trouve ça génial parce qu'à la fin de la journée, non seulement on a maîtrisé le programme et on a approfondi. Et ce qui va se passer entre les différentes classes, vu que ce sont différentes questions qui vont être soulevées, ils vont tous avoir en commun le programme qui est notre socle d'avancée, mais ils vont avoir en plus ces connaissances supplémentaires qui seront différentes d'une classe à l'autre. Et quand ils vont se réunir, je sais pas, soit à midi ou quoi que ce soit, oui, dans ma tête, en fait, j'imagine un monde idéal où les étudiants à midi parleraient d'études, mais je vous promets que ça arrive des fois. Quand ils vont se réunir, ils vont échanger et chacun va dérouler les connaissances supplémentaires qu'il a acquis durant son cours avec moi. Les différentes connaissances supplémentaires vont se compléter les unes les autres. Donc en fait, c'est comme un puzzle qui va s'assembler du fait de côtoyer autrui. Et ça, c'est de l'intelligence collective. C'est-à-dire que si c'était un savoir que l'étudiant essayait d'acquérir seulement par lui-même, en bouquinant, en faisant ses recherches de façon linéaire, je dirais, il aurait acquis des connaissances, mais pas de façon aussi rapide et aussi forte qu'en faisant intervenir le groupe, les groupes, différents groupes en fait, qui vont se côtoyer, s'additionner et qui auront étudié le même sujet sous un prisme différent et que l'addition de ces prismes va former quelque chose en fait d'hyper solide et d'hyper pertinent. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve magnifique et que j'essaye le plus possible de relayer sur Trait d'Union, l'intelligence collective. Sur Trait d'Union, on parle de double culture au pluriel, et ce qui fait qu'on a tous une différence d'expérience dans notre double culture, parce qu'on a des doubles cultures différentes, et pour ceux qui partagent la même double culture, on a eu une expérience différente parce que nos entourages sont issus de contextes et d'histoires qui leur sont propres. Et tout ce façonnement-là, cette hybridité culturelle, c'est un petit peu, alors j'allais dire l'ADN, mais je veux pas qu'on fasse d'amalgame, je veux pas essentialiser un être humain à sa double culture, pas du tout, mais c'est un marqueur unique en fait d'une personne. C'est-à-dire que parmi tous nos marqueurs identitaires, celui de l'hybridité culturelle est unique à celui qui la porte. C'est-à-dire que ma double culture à moi sera différente. Alors je suis franco-comorienne, sera différente d'un autre franco-comorien, sera différente d'un franco-sénégalais, d'un franco ce que vous voulez, ou d'un autre mélange culturel, vous voyez. On a tous notre propre prisme, notre propre expérience, notre propre vécu. Ne serait-il pas merveilleux qu'on puisse tous parler, tous s'exprimer à travers notre prisme à nous, sans être jugés, sans être ralentis dans notre réflexion, mais qu'on soit là, chacun en fait à poser notre pierre à l'édifice. Et c'est pour cela, d'une part, que je prône l'intelligence collective, parce que aborder la double culture, bon déjà, on exprime rarement les questions identitaires sur le prisme de la double culture, mais plutôt de l'origine, en général, dans les médias classiques français. Donc ça va être l'origine, ou la couleur de peau, ou l'appartenance à un continent.
très souvent c'est exprimé de cette façon-là. Il y a quelques autres pages en fait que j'ai vues sur la double culture qui sont plutôt pas mal. Déjà, le prisme de la double culture est assez particulier et le fait qu'on accepte qu'on ait tous des doubles cultures différentes, des façons de voir différentes et que ce soit accueilli avec la même ouverture, ça va forcément donner quelque chose de différent de ce qu'on voit habituellement dans les médias classiques. L'information sera traitée différemment. Et d'ailleurs, sur Trait d'Union, qui est notre média, c'est un média qui nous appartient. Et je le dis, donc c'est pas un argument marketing quand je le dis, c'est vraiment un ressenti et une volonté aussi de faire en sorte qu'on soit tous les souverains de ce média. Et d'ailleurs, Trait d'Union, si j'avais eu à le faire moi-même que suivant ma vision des choses, ne ressemblerait pas du tout à son apparence actuelle. Je suis heureuse du coup qu'on ait fait preuve d'intelligence collective parce que vous l'avez bonifié, mais d'une manière que... Waouh. Vraiment waouh. Par exemple, sur Trait d'Union, ce que je voulais dire, c'est que on parle beaucoup de sentiments, on parle beaucoup d'empathie, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est communication transgénérationnelle, des liens intergénérationnels. Pourquoi ? Parce que tout simplement en écoutant les histoires de chacun, il y a ces éléments-là qui ont fait surface, des éléments auxquels je ne m'attendais pas forcément et qui pourtant, j'ai l'impression, sont le noyau du problème un petit peu. Tout ce qui est question liée au bien-être, liée au confort au sein de son écosystème familial, au sein de son écosystème professionnel, au sein de son écosystème affectif tout court, ça peut sembler bateau quand je le dis comme ça. Et pourtant, quand on parle des questions culturelles, c'est souvent abordé sous le prisme de l'appartenance à, avant d'être évoqué sous le prisme de l'expérience individuelle qui rejoint des parcours collectifs, vous voyez. Et ça, en fait, ça nous a offert une trame de lecture complètement différente. Et c'est grâce à l'intelligence collective. Ce que je veux dire, c'est que Trait d'Union est une affaire d'intelligence collective pour chacun de ses aspects. Et cette intelligence collective, je la prône aussi à l'échelle de vos expériences personnel, et c'est toute l'utilité de ce podcast aujourd'hui, que de vous dire que vous n'êtes pas seul, même si on nous fait croire que nous sommes seuls dans nos réflexions, même si on nous fait croire que nous sommes seuls dans nos émotions, même si on ne trouve pas l'être humain qui ressent exactement la même chose que nous au même moment, il y a d'autres êtres humains qui sont par contre ouverts à l'idée d'écouter ce que vous ressentez au moment où vous le ressentez, d'autres êtres humains qui ont conscience de la richesse que vous portez en vous, d'autres êtres humains qui ont conscience que ce que vous portez en vous, dans votre tête et dans votre cœur, c'est peut-être en fait le moteur de la société de demain. C'est peut-être la clé vers la solution à leurs propres problèmes. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, alors sans forcément tomber dans les problématiques, etc., mais plusieurs fois dans les entre-nous, plusieurs fois dans la lecture de ce que vous me dites en story ou en commentaire parfois ou en message. Vous me parlez de vos expériences et vos expériences font écho à la mienne. Voyez, en me parlant de vos expériences, vous n'aviez pas forcément en tête de trouver une solution à mes questionnements. Et pourtant, plusieurs fois, ce fut le cas. Et même en sens inverse, parfois il m'arrive de parler, de partager ce que j'ai en tête et dans mon cœur, et puis des semaines après, des mois, voire des années, là ça fait 2 ans que Trait d'Union existe, mais j'ai des retours de gens qui m'ont dit « Ah ouais, la fois où t'as dit ça, du coup ça m'a grandement aidé ». Mais oui, j'avais en tête de dire quelque chose de pertinent au moment où je l'ai dit, mais j'avais pas en tête que ça allait avoir un impact si grand sur ton existence. Ça, c'est de l'intelligence collective, et ça va dans les deux sens. N'ayez pas peur de rallier d'autres gens à vos questionnements. Alors que ce soit des questionnements liés à la double culture, vous savez que Trait d'Union est là, que ce soit des questionnements même liés à la sphère professionnelle, combien de portes m'ont été ouvertes parce que j'ai osé poser la question. J'ai osé dire que j'avais besoin, alors je ne formule pas forcément ça comme un besoin d'aide, même si en vrai c'est une aide qui m'est apportée, mais dans la sphère professionnelle, j'ai besoin d'un autre regard, j'ai besoin d'un regard plus pertinent que le mien, j'ai besoin d'un regard nouveau, j'ai besoin de compétences que je n'ai pas pour perfectionner, peaufiner un projet, pour avancer, pour m'élever. En fait, j'ai pas honte de dire ces choses-là. Et ça, en fait, c'est par esprit collectif, en fait. Esprit collectif, et puis même quand je suis dans une boîte, donc là, maintenant, un petit peu moins, je suis plus à fond sur mes propres projets entrepreneuriaux, mais à l'époque où j'étais salariée, il ne me dérangeait pas
de réunir des gens autour d'une même cause, de réunir des gens autour d'un même questionnement, de contacter d'autres confrères, soit de la même boîte, ou soit, par exemple, si je suis face à un patient, voilà, un patient dont le cas est un petit peu compliqué, que j'ai ma petite idée de ce qu'il faudrait faire, mais je vais quand même demander l'avis d'un confrère qui a été plus de fois confronté à ce profil de patientèle, ou enfin bref, toujours en fait j'essaye de faire preuve d'intelligence collective en me disant que le collectif mène toujours plus loin. Et ça n'a pas menti, ça n'a pas loupé, à chaque fois ça m'a toujours mené plus loin, vers d'autres opportunités professionnelles, etc. Et à contrario, j'ai eu une frustration une fois, donc c'est pas du tout un règlement de compte ou quoi que ce soit, parce que je vais vous parler d'une personne que j'aime beaucoup. Et si jamais elle écoute ce podcast et qu'elle se reconnaît, sache que je t'aime et que ça fait longtemps que j'ai pas pris de tes nouvelles, mais je vais essayer de le faire, promis. Une personne avec qui j'ai travaillé et qui avait cette approche individuelle des choses, cette approche aussi individuelle de l'élévation sociale et qui attendait sa promotion. Je vous ai pas dit qu'elle était en train de démarcher pour avoir sa promotion, ça fait des années qu'elle attend sa promotion. Est-ce qu'elle mérite sa promotion ? Clairement, sans aucun doute. Elle est hyper compétente, même surqualifiée, je pense, par rapport au poste qu'elle occupe. Elle a un mindset, une approche des choses et des tâches qui lui sont incombées très pertinente, mais vraiment, en fait, une femme magnifique, en vrai. Une femme qui mérite sa promotion. J'ai failli dire un gros mot, mais qui mérite sa promotion. Mince. Et le hic, en fait, ce qui l'empêche, d'après moi, d'obtenir cette promotion, c'est qu'elle est dans l'attente, en se disant quelqu'un va peut-être voir, etc. Mais si tu ne sollicites pas autour de toi, si tu ne montres pas ce que tu sais faire, en quoi tu peux apporter quelque chose de plus à un poste plus élevé ou contre rémunération plus intéressante. Enfin, c'est l'intelligence collective, mais de l'autre côté du miroir, quoi. Enfin, c'est pas forcément ce que les autres peuvent t'apporter aussi dans ton modèle d'intelligence collective, mais en quoi toi tu peux apporter. Enfin, bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà, et elle était dans cette approche individuelle, dans cette approche verticale de la hiérarchie va voir un jour tous les efforts que je fais. Je pense que la hiérarchie voit, mais si t'as l'air de t'épanouir dans ta place actuelle, etc., ils vont pas forcément te proposer autre chose si t'as pas l'air d'être en demande d'autre chose et si t'as l'air de te plaire en fait dans cette position-là. Et d'apparence, elle se plaisait, mais dans nos échanges un peu plus intimes, cette personne me disait vouloir cette promotion, vouloir monter. Mais elle était dans son approche individuelle. Et c'est pas de l'égoïsme ou de l'égocentrisme, non, ça n'a rien à voir. C'est de se dire mon avancée est individuelle. Et peut-être qu'un jour, en fait, dans mon individualité, je vais croiser quelqu'un d'autre qui, dans son individualité, va capter que je suis quelqu'un de blablabla. Et quand t'es plutôt dans une approche collective, t'es en mode, voilà, j'apporte mes compétences. Et du coup, tes compétences sont plus visibles parce que t'es déjà, en fait, dans ce truc-là de tu vas apporter tes compétences. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, je sais même pas si moi-même je vois ce que je veux dire, mais il y a de la cohérence quelque part. Tout ça pour dire qu'une approche collective de la vie professionnelle, de la vie familiale, de la vie affective et blablabla, vous avez compris, vous ouvrira plus de portes que de vous refermer sur vous-même, que de penser que le savoir en fait peut être acquis complètement, uniquement par soi. Les lectures, c'est très très bien, que vous lisiez beaucoup de livres, que vous fassiez énormément de recherches sur internet, que vous vous cultiviez de façon autonome, c'est très bien. Mais l'autonomie a ses limites en termes d'acquisition de savoir et de compétences. Je pense que l'intelligence collective est peut-être la meilleure solution qui s'offre à nous en tant qu'individus et en tant que société pour pouvoir nous élever. Mais pour ça, ça demande de faire tomber quelque part un petit peu son ego, d'être à l'écoute des idées de l'autre, de ne pas avoir peur aussi de partager ses idées, parce que parfois on a peur d'échanger, parce qu'on a peur d'être jugé, on a peur de voir nos idées moquées, minimisées, rejetées. En vrai, un non est juste un non, hein, et ça, je sais plus dans quel podcast j'en parlais, mais en vrai, faut pas avoir peur de se planter, faut pas avoir peur de montrer ce qu'on a dans la tête, enfin vraiment pas. Et voilà, je pense que je vais clôturer ce podcast là-dessus. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et qu'on pourra faire preuve tous ensemble d'intelligence collective. À très bientôt sur Trait d'Union.